Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e épisode du 9-10. Ouais, déjà, hein, ça fait plus d'un mois qu'on a commencé. 5e épisode du rendez-vous que l'on vous a fixé tous les lundis à 21h sur la chaîne Twitch de Hello pour faire le tour justement de la planète Lucarne opposée pendant 1 heure, plus ou moins. Plutôt plus que moins, je vois que ça rigole sur la colonne de gauche. Enfin, vous commencez à être habitués, ça dure toujours un petit peu plus d'1 heure. Et on a encore une actualité assez riche, émission que je vais partager avec 3 personnes, 3 membres de la rédac de Hello, que vous voyez à côté de moi. Je vais y aller les saluer comme ça de haut en bas, hein. On va commencer par celui qui est tout en haut là de la colonne. Depuis le Mexique, Diego Calmar. Salut Diego. Bonsoir à tous. Et puis en dessous de lui, celui qui va nous accompagner, il a déjà mis son maillot du Brésil, donc totalement objectif encore ce soir. Marcelin Chamois, salut Marcelin. Salut Nico, salut Diego et salut à tous. Et ouais, tu l'as dit, salut Nico, parce que ouais, je vais être accompagné, le retour de l'autre Nico, Nico de la Rua, qui remplace le bot coréen. On va. C'est pas plus mal. Ouais, attention, je sais pas s'il traîne dans le coin, on va vite le savoir de toute façon s'il traîne dans le coin. Voilà, donc l'autre Nico de la Rua. Salut mon Nico, ça me fait plaisir de te retrouver. Salut Nico, ravi d'être là aussi, avec une bonne petite compagnie américaine. Ouais. Pour une petite émission qui devrait être sympa. Ouais, c'est très latino hein, ce soir, c'est 100% latino-américain. La planète Hello, elle est en Amérique latine aujourd'hui, point. Donc voilà, bah écoute, ce que je peux te proposer, Nico, c'est justement de nous donner le sommaire de l'émission. Alors ce soir, donc on va comme d'habitude démarrer par les news un peu chaudes du week-end, et il y en a malheureusement un peu. Derrière on enchaînera sur un dossier avec notre petit Marcelin de Lucarne opposée sur son dernier ouvrage Primeira Bola. Un petit tour toujours au Brésil pour le maillot de la semaine. Et on finira par les traditionnels Golaços Hello et les rendez-vous à ne pas manquer dans la semaine et surtout le week-end qui arrive. Ouais, et tu as bien fait de dire les Golaços, parce que vous allez voir aujourd'hui, cette semaine, 5e émission, on a fini un mois. Il y aura donc 2 votes, mais on aura le temps d'en reparler. Ben écoutez, on va pouvoir y aller, messieurs, si vous êtes chauds. On va saluer tous ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à tous. Et puis on va pouvoir envoyer sur les news, parce que tu l'as dit, il y a du travail. On va le dire, il y a du travail. Allez, c'est parti. Et donc on va démarrer par l'actu chaude et pas forcément l'actu la plus gaie du week-end, mais voilà. On va revenir, évidemment, Diego est là avec nous, on va donc revenir avec lui sur les événements qui sont survenus à Querétaro ce samedi, heure du Mexique, hein, c'était dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, ou pour vous si vous les avez suivis. Juste pour vous... Voilà, c'est assez amusant avant qu'on embraye, avant qu'on lance. Hein, on a été un peu rattrapé par l'actualité. On comptait faire un dossier sur les barrasses. C'était une suggestion de Pierre que je vois dans le chat. On s'était dit on va prendre le temps parce que voilà, on voulait monter le truc bien comme il faut. Voilà. On s'est bien fait rattraper, pas de la meilleure des manières, je pense. Mais voilà, donc avant que l'on se lance, et pour ceux qui ne savent pas véritablement de quoi il va être question, parce qu'on va beaucoup utiliser le mot barras palavas, ou barras tout court, juste une précision qui est importante, on commence à moins la voir dans la presse française, mais je préfère préciser dès le départ, on va parler de barras, on ne va certainement pas parler d'ultra sauce latino-américain, ce ne sont pas des ultras, ce ne sont pas non plus des hooligans, ça serait trop réducteur. On va parler, et vous allez le voir hein, au fur et à mesure, on va l'envisager, on va parler véritablement pour la plupart d'entre eux d'organisations criminelles. Donc ne mélangez pas, ce ne sont pas des ultras, ce ne sont pas des hooligans, c'est quelque chose de bien plus grave, j'ai envie de dire, ou bien plus épais que cela, bien plus obscur que cela. Donc voilà, la précision, je la fais d'entrée. Et voilà, on va revenir donc sur ce qui s'est passé ce week-end. Avec toi, Diego, tout simplement, tout d'abord, est-ce que tu veux bien nous rappeler les faits? Que s'est-il passé à Querétaro? Oui, alors le match se déroulait tranquillement entre le Querétaro et l'Atlas, deux clubs qui ne sont pas rivaux. On peut même parler pour Querétaro d'un club assez secondaire du championnat mexicain, avec un public très calme d'habitude, avec quelques énergumènes, mais honnêtement, ce n'est pas le stade avec le plus d'ambiance du pays.
Et on peut clairement, après avoir recoupé les informations, après avoir parlé avec certaines personnes qui étaient sur place, parler d'un guet-apens, d'une embuscade en fait des supporters locaux, donc du Querétaro, sur les supporters de l'Atlas. Ça s'est fini sur des lynchages, sur vraiment des embuscades, que ce soit sur la pelouse, des supporters qui avaient fui les gradins, hein, alors que le match avait été suspendu, que ce soit sur le parvis ou sur le parking du stade. Donc voilà, il y a des dizaines de blessés. Il y a des morts, ça je peux te le dire, parce que moi-même j'ai eu des témoignages de personnes qui ont fait part de décès dans leur famille. Et voilà, la grande polémique en ce moment au Mexique, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, pourquoi en fait il y a eu aussi peu de sécurité, pourquoi il y a eu autant de violence dans ce stade, et surtout pourquoi les autorités espèrent cacher ce qui s'est passé. Depuis 2 jours, on a des bilans très différents, et surtout que ce soit de la Ligue, que ce soit de la fédération ou que ce soit du gouvernement de l'État du Querétaro, on a visiblement un bilan avec aucun mort, très peu de blessés, alors que ce soit les images ou que ce soit les témoignages qu'on a, parlent d'un bilan bien plus important. Ouais, c'est ça, parce que pour poursuivre dans ce que tu viens de nous dire, le dernier bilan, enfin le bilan officiel, on est obligé de dire officiel, puisque c'est celui qui est donné par les instances, à moins qu'il ait évolué depuis, mais il me semblait avoir vu 26 blessés, 24 hommes, 2 femmes. J'ai cru comprendre que finalement, il n'y a peut-être pas de femmes. Ils ont parlé de 3 dans un état critique. Ouais, c'est ça. C'est Euh, ça, ouais. Tu l'as dit, toi, tu as des témoignages en plus. On a malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, on a subi quelques images parce que les images ont été très très vite relayées sur les réseaux sociaux dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a des choses que très franchement, on n'aurait pas aimé voir, hein. Franchement, si on aurait pu s'en passer sans trop le vouloir. Euh, Très franchement, tu l'as dit, tu as parlé de règlement de compte. Il y a eu des scènes de lynchage à plusieurs. Il y a des images où, très honnêtement, on peut pas parler de blessés. C'est pas possible. On parle déjà de la massacre de la Corregidora qui est le nom du stade de Querétaro. Déjà, en fait, on s'est rendu compte que c'est quelque chose de prémédité. Sur les réseaux sociaux, il y avait déjà plusieurs membres de la Barra de Querétaro qui avaient parlé de régler le compte aux supporters de l'Atlas. On ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a eu des contentieux, mais il y a une quinzaine d'années, lors d'une fois où l'Atlas en fait, avait condamné Querétaro à la descente. Mais franchement, ce n'est pas deux clubs qui ont un antagonisme fort, surtout qu'au Mexique, il y a des grands classicos, des grandes rivalités. Querétaro-Atlas, ça n'en est pas une du tout. Et donc, il y a cette préméditation, et il y a aussi le fait que dans le stade, la sécurité n'a pas du tout été assurée, pas du tout mise en place. On a vu que c'était une entreprise de sous-traitance en fait, qui avait utilisé pour établir la sécurité dans le stade, ce qui se fait énormément, mais en tout cas, c'était des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'assurer la sécurité dans un stade. Et on voit même sur certaines images des policiers qui laissent passer allègrement la Barra de Querétaro, envahir la zone de l'Atlas. Je pense que c'est pas exagéré de dire qu'il y a une complicité de la part des autorités, en tout cas de cette entreprise-là, probablement aussi des autorités de l'État du Querétaro. Il y a aussi rien qu'à voir le fait qu'aujourd'hui, le gouverneur de l'État du Querétaro fait tout pour en fait cacher les informations. On peut parler sans crainte d'une complicité de la part des autorités. Ouais, et pour revenir justement sur ce que je disais un petit peu en préambule par rapport au Barras, et les nombreuses collusions et arrangements qu'ils ont avec parfois les forces de police, parfois les autorités locales. Locales, ça peut aller jusqu'à à la région. On a vu donc les propos du gouverneur de l'État qui voilà, nous explique qu'il n'y a pas eu grand-chose. Ça serait pas si surprenant que cela. C'est pas jouer aux théoriciens du complot que d'imaginer ce que tu viens de dire, les connivences entre les forces de sécurité de cette entreprise privée et les Barras, tout simplement. Oui, et puis la falsification d'informations de la part des autorités, heu, cacher lors soit d'un massacre, soit
lors d'exactions. C'est quelque chose d'assez fréquent au Mexique, en Amérique centrale. Voilà, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a vu les images, alors dans une autre région, mais on a vu les images de 15 personnes se faire exécuter dans la rue. Donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. Et en fait, il n'y a aucune trace en fait, de ces personnes, et il n'y a eu aucune trace de ces exécutions. Hein. C'est une exécution en règle où on voit les personnes alignées contre le mur et se faire canarder. Bah, c'est en fait exactement ce qui se passe dans ce cas-là, c'est-à-dire pour minimiser l'effet de gravité, on dit que soit il ne s'est rien passé, bon, là visiblement c'est impossible de cacher, mais en tout cas il y a une tentative de falsification d'informations, minimiser ce qui s'est passé. C'est une pratique courante au Mexique. Je rappelle quand même qu'il y a 100 000 disparus au Mexique sur les 30 dernières années. Et ces disparus, ce sont très souvent des personnes qui sont exécutées, qui sont tuées, et qu'un jour, un président avait bien fait comprendre qu'en fait, c'était beaucoup plus. Ça bénéficiait beaucoup plus de faire disparaître en fait ces choses-là, plutôt que de faire comptabiliser ces personnes parmi les bilans funestes des victimes de la guerre des cartels ou de l'insécurité qui règne au Mexique. Et justement, tu disais, c'est une pratique courante au Mexique de minimiser les bilans, voire même de les cacher ou de même pas les faire comme ils... Enfin, ne pas en donner parfois. Bon, là, ils n'ont pas trop le choix. Mais justement, par rapport à cette notion de là, ils n'ont pas trop le choix, on a vu à quel point c'est devenu un... Enfin voilà, si je dois être exprimer de manière maladroite, je dirais presque que c'est un bad buzz pour eux, hein, concrètement, parce que là, s'amuser à cacher les choses avec la pression qui vient d'être mise par la FIFA, avec la perspective d'une Coupe du Monde dans 4 ans, est-ce que tu penses qu'ils vont véritablement pouvoir réussir à enterrer cette histoire? Je pense que ça va être difficile sur les 10-15 dernières années, si quelque chose, si les réseaux sociaux ont apporté quelque chose, c'est bien la possibilité de faire ressortir des informations qu'on a toujours voulu cacher. Heu, alors l'exemple principal, c'est la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa en 2014, qui ont été tués visiblement par la police, qui ont été livrés par un cartel à la police. Et sans les réseaux sociaux, il y aurait pas eu une remontée d'informations, il y aurait pas les procès qui sont en train de se dérouler depuis 1 an et demi au Mexique, concernant les coupables et les responsables de ces disparitions d'étudiants. Là, alors là, c'est un exemple que je prends, qui est un exemple majeur dans l'histoire récente du Mexique et qui peut servir d'exemple pour ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que ça va être très très compliqué pour les autorités de cacher ce qui s'est passé. Il y a quand même des témoignages publics à la télévision. Moi-même, hier, je discutais avec une personne dont l'oncle était décédé dans le stade. À la fois les réseaux sociaux et à la fois le fait que les gens ont moins peur de parler de tout ça, je pense que ça va être très difficile. Alors, ce qui va se passer comme d'habitude, c'est qu'on va désigner des coupables. Ce seront souvent des boucs émissaires, très souvent, oui, responsables, mais peut-être pas les principaux responsables, ou en tout cas pas les têtes pensantes, ou pas les personnes chargées de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Il est très probable que finalement, le gouverneur de l'État, le président du club de Querétaro, etc., s'en sortent, parce que ce sont toujours des personnes qui arrivent à s'en sortir. Mais voilà, en tout cas, ça me semble difficile de croire que dans les prochains jours, il n'y ait pas au moins un bilan qui va sortir sur des personnes disparues, sur des personnes qui auront perdu la vie de par les témoignages des familles, qui existent déjà, il faut le dire. Et voilà, comme tu l'as dit, le Mexique est censé co-organiser une coupe du monde dans 4 ans. Il y a des discussions entre le championnat mexicain et les ligues nord-américaines pour créer une espèce de ligue nord-américaine super puissante. Donc tout ça, c'est une tâche vraiment indélébile dans l'histoire récente du football mexicain et du championnat mexicain. Et ça, c'est quelque chose que les dirigeants du football mexicain ne veulent pas voir. Alors, ce qui est très probable, c'est que le club de football Querétaro va être sacrifié. Heu, Ouais, parce que demain, il y a une j'ai vu réunion. qu'on avait passé, voilà, il y avait, comment il s'appelle, Mikel Arriola, hein, c'est ça, hein,
le Ouais, le président président de la Ligue. de la Liga MX, qui envisageait cette possibilité de désaffilier Querétaro. Je suis pas convaincu que ça soit une manière de résoudre le problème, mais bon, soit. Oui, c'est une façon de marquer le coup. Ça peut être une façon de résoudre le problème dans le sens où maintenant, on sait que bah voilà, si ça se produit, s'il y a de nouveau des bagarres, des lynchages comme on a pu le voir, bah, tu peux être sûr que ton club va disparaître. Après, oui, c'est sûr que c'est pas la solution. La solution, elle est beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. C'est pas un problème de stade de foot seulement. D'ailleurs, les clubs mexicains nous avaient habitués à plutôt bien se tenir. Enfin, les supporters mexicains nous avaient habitués à plutôt bien se tenir quand même, si on compare avec le reste du continent et si on compare avec la violence globale qui a lieu dans le pays. Donc voilà, le Mexique n'est pas un pays on va dire, avec des scènes de guerre, comme on pourrait le penser. Il y a une guerre qui se déroule face au cartel qui est beaucoup plus cachée, on va dire, qui concerne que certaines régions et que certains types de personnes. Mais c'est vrai que les Baras nous avaient habitués à bien se tenir et là, ça finalement met un nouveau coup de projecteur sur la violence qu'il y a au Mexique. Je rappelle, il y a plus de 100 personnes qui sont tuées chaque jour au Mexique. On est sur des bilans qui oscillent entre les 35 000 et les 40 000 assassinats par an. Euh, Ouais, voilà, oui, c'est oui, assez grave. parce que tu précises, on parle d'assassinat, on parle pas de gens qui meurent. Mais voilà. Mais par Voilà, contre, il n'y a pas des gens qui meurent sous les bombes dans leur maison. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, Ce tu sont fais aussi bien de préciser. Alors, tu as une plus grande expérience des stades mexicains que moi. Moi, je n'ai fait que l'Azteca, concrètement. Il faut le dire aussi. Enfin, je sais pas toi de ton côté. Moi, j'ai jamais eu peur en allant à l'Azteca. Euh, voilà, il faut aussi faire attention à pas tomber dans l'excès inverse de se dire attention, vous jouez votre vie si vous allez au stade au Mexique. C'est pas vrai. Non, c'est sûr. Hier, alors le samedi soir, j'étais au stade de Monterrey qui affrontait l'América. Et il est très fréquent de voir des maillots visiteurs dans les tribunes, que ce soit les latérales. C'est assez accepté, même lors des classicos. Ouais. Peut-être pas lors de Pumas América, où par exemple il y a la moitié du stade où tu peux clairement pas avoir un maillot de l'América. Mais même un classico avec beaucoup d'ambiance, avec une grande rivalité, comme par exemple Tigres-Monterrey, il y a très peu de violence. Et très souvent, tu peux voir des supporters prendre des photos entre eux avec des maillots différents. J'ai aussi vu ça lors d'un América Chivas. C'est assez surprenant de voir ça, quand même, mine de rien. Je pense que même en France, ça pourrait être beaucoup plus compliqué à voir. Ouais. À Lyon-Saint-Étienne, Paris-Marseille, même un Marseille-Nice, voir un maillot de Nice au Vélodrome, c'est compliqué. Au Mexique, c'est beaucoup plus possible, malgré les rivalités. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis, Donc c'est c'est important je parce pense que que moi, je me souviens avoir fait justement América Pumas à l'Azteca. Alors, c'est peut-être différent, c'est où, je sais pas. oui. Mais à l'Azteca, en tout cas, on voyait très clairement des gens avec les deux maillots être côte à côte. Et c'était même dans des familles. Il y avait des familles où le père était pour l'América, le fils pour les Pumas ou inversement. Et il y avait. Moi, je t'avoue que, très franchement, moi, c'était ma première au Mexique quand je suis allé à l'Azteca voir ce match-là. J'étais surpris. Je me suis dit, mais c'est possible ça? Ouais, ouais, en tribune, on va dire les tribunes latérales, les tribunes familiales, c'est possible. Supporter un club au Mexique, c'est pas uniquement une question de famille, c'est très souvent pas le cas, ni une question de quartier, ni une question d'origine sociale. Très souvent, on choisit son club comme ça. Alors oui, très souvent, une famille americanista va supporter l'América, une famille Rayado va supporter les Rayados, mais c'est très souvent mixte et c'est très souvent bon enfant. Alors évidemment que dans les COP, c'est pas le cas, mais enfin, le public mexicain est particulier parce que je pense qu'il y a quand même des. Comment dire? C'est un public très fidèle, c'est un public qui aime beaucoup le foot, mais au niveau des rivalités, il y a un espèce de. On autorise. Par exemple, dans ma famille, il y a des supporters de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, et voilà, ça se passe bien. Donc, Ouais. Alors, il y a très peu de ouais, haine, c'est ça, en fait. c'est ça. C'est pas, on n'est pas dans le cas, Il y a une rivalité, mais on pas n'est de pas le haine. cas dans le cas de l'Argentine pour ce qu'on évoque les Voilà. barras. Mais c'est vrai que voilà. Alors Quelques on a exceptions. vu quelques. Quelques exceptions, juste. Par exemple, Pumas América, c'est vrai qu'il y aura très peu, voire pas de maillot de l'América à Pumas. Ouais, au C'est CU. voilà, c'est où cité universitaire, qui est quand même un endroit qui peut être hostile pour les supporters visiteurs. C'est difficile hein, ensuite de citer. Hein,
Il y a très peu de stades où c'est hostile et à Querétaro encore moins. Mais on a quand même des vents de présence de personnes issues du crime organisé dans les barrasses. Donc c'est en fait ça le problème principal, visiblement pour les barrasses. Et justement, pour revenir sur les barrasses, hein, puisque tu me fais la transition, c'est parfait. Parce que justement, moi j'ai vu passer quelques rumeurs, hein, comme quoi c'était peut-être justement un règlement de compte entre membres de cartel au niveau de l'Atlas et de Querétaro. Ça va être difficile, hein, de faire le tri dans les rumeurs et voilà. Est-ce que tu penses véritablement que, alors soit les instances, soit la Liga MX, est-ce franchement, est-ce que tu penses qu'ils peuvent véritablement s'attaquer au problème des barrages? Je parle sous contrôle de Nico qui est avec moi. Les rares en Argentine qui ont commencé à essayer de s'y attaquer, ils sont plus là. On sautait. On sautait directement. On c'est aura une ça. pensée pour ceux d'Independiente à une époque. Ça s'est fini avec un saccage du siège du club et les mecs ont sauté. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que... Est-ce qu'il y a une envie? Est-ce que tu sens qu'il y a une envie? Parce qu'on a eu le discours d'Ariola, mais bon, c'est très bien, hein, voilà. Il y C'est a aucune possible? envie de supprimer les barrasses. Déjà parce que ça fait partie de tout, un peu du folklore et ça permet de vendre. Très souvent, on parle d'hypocrisie entre les instances qui critiquent les barrasses, mais qui finalement, et les chaînes de télé et les journalistes, et finalement utilisent les images des tribunes pour vendre le produit football. Il faut aussi dire qu'elle génère très peu de problèmes au Mexique, donc on pourra toujours parler des incidents de Querétaro comme une exception. Et visiblement, ce qui pourrait se passer demain, c'est vraiment sacrifier le club de Querétaro sur l'autel de la sécurité. Et donc, je ne pense même pas que ce soit un souhait. Quelqu'un avait essayé et avait plus ou moins réussi, c'est l'ancien président des Chivas, Vergara. Souvent, on se moque de l'ambiance un peu triste qu'il y a au stade de Chivas, mais c'est principalement parce qu'il avait réussi plus ou moins à faire le ménage parmi les barras, enfin parmi les supporters de Chivas, à partir du moment où ils avaient changé de stade. Donc voilà, non, j'ai pas l'impression que ce soit la volonté des autorités ni de la Ligue. Et justement, on va revenir à Querétaro, on va essayer de revenir un petit peu sur le foot et sur quelles pourraient être les conséquences. Tu as évoqué cette rumeur de désaffiliation. Ça rejoint les questions qui sont posées aussi dans le chat sur est-ce que c'est véritablement possible qu'ils aillent jusqu'à sacrifier Querétaro? Bon, après, j'ai envie de dire, tu l'as sous-entendu, hein, Querétaro, il serait là ou il serait pas là, ça serait pareil, hein. Déjà, faut savoir qu'au Mexique, le système est assez particulier. Il y a des clubs historiques, qui peuvent quasiment pas descendre, enfin, qui n'ont presque jamais pu descendre avec le système du pourcentage, à la descente qui te permet en fait qui permet ce qu'on fait, c'est qu'on calcule sur 6 tournois, la moyenne des points et tu peux être foiré sur un tournoi, c'est pas grave, les autres tournois te permettront de te sauver. La River a descente avait réussi. été La River a réussi, mais par exemple, Chivas avait failli descendre. Je parle peut-être de 2015. Sur un match, ils étaient presque au bord de la descente. Atlas aussi avait failli descendre sur le pourcentage. La descente avait été suspendue, c'est-à-dire que depuis un an, Ouais, là, il y en a plus. il n'y a plus de descente. On a fait une ligue fermée. Donc il y a des clubs historiques, mais il y a aussi des clubs franchises. Et Querétaro fait partie de ces clubs franchises qui sont uniquement qui vivent à travers un millionnaire qui arrive à acheter une place dans le championnat. Donc en fait, les clubs sont interchangeables. Très souvent, pas plus tard qu'il y a un an et demi, Morelia qui s'était sauvé, on leur avait dit: «Bon, bah, ciao, il y a un millionnaire qui a décidé d'acheter la Plaza», c'est comme ça qu'on appelle, la place en fait, et ce sera Mazatlán qui jouera en première division. Donc il y a l'effectif qui a déménagé, mais les supporters, eux, bah, perdent leur club. Et c'est pas arrivé qu'au club de Morelia, c'est arrivé d'ailleurs au club de Jaguares qui avait été disqualifié au profit de, je vous le donne en mille, Querétaro. Donc c'est des clubs interchangeables en fonction de qui paye pour avoir la place. Et on peut très bien avoir le club de Querétaro disqualifié à la fin de la saison. Alors déjà là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Le club de Querétaro pourrait ne plus avoir alors on a parlé d'une disqualification de ce tournoi, donc de devenir un tournoi à 17. Ce qui semble se profiler, c'est que finalement le club continue d'exister, mais ne joue plus du tout à domicile et joue à huis clos sur terrain neutre. Après, ça c'est quasiment Euh, annoncé par Ariola que le stade ne rouvrirait pas là. Non, au moins le durant stade, au moins le temps de l'enquête. Dans le meilleur des cas, Querétaro continue à jouer sur terrain neutre.
Alors, il faudra trouver un guignon mexicain, hein, mais, On peut les envoyer c'est à ça, Guignon, quoi. tout simplement. Hein. Voilà, bah ouais, ça serait drôle. C'est un truc marrant à Tu couvrir. sais, on fait des finales de Libertadores à Madrid, alors on peut aller jouer un match de Ah bah Liga ouais, MX à Guignon. Hein. ouais, bah, on sait jamais. Mais c'est le meilleur des cas. C'est la chose qui pourrait enfin, le meilleur des cas pour les joueurs, pour le club. Parce qu'on parle d'une désaffiliation. Alors, visiblement, ça va se discuter demain. On pourrait plutôt, en fait, c'est-à-dire demander aux propriétaires de vendre. Et peut-être que Querétaro pourrait garder sa place, mais avec des nouveaux propriétaires. Mais il ne faudrait pas non plus être surpris de voir au mois de juin des entrepreneurs à Morelia, à Cancun, dans une autre ville du Mexique et payer la place et remplacer Querétaro. Mais là, la journée a été suspendue. On est à peu près sûr. Alors, donc, c'est-à-dire que les matchs du dimanche ne se sont pas joués. Il y a un match ce mardi qui devait se jouer ici à Monterrey, mais on va jouer. Il est très probable qu'on joue ce week-end. Donc, le championnat va reprendre. Avec ou sans Querétaro, on ne sait pas encore, mais je pense que plus que des décisions demain, je pense que surtout ça pourrait bouger à l'intersaison. On n'est pas sûr que le club de Querétaro puisse continuer à jouer. Et ce serait plus pour l'exemple que Ouais. quelque chose de mérité où finalement Querétaro n'a jamais dérangé personne, à part samedi, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on le rappelle, hein, on le rappelle vraiment, ce club-là n'a aucune rivalité avec personne, hein, Il concrètement. n'y a pas de rivalité. C'est plus une ville qui a une forte démographie en ce moment, où il y a beaucoup d'investissements, il y a pas mal d'argent à Querétaro. Et donc, du coup, c'était assez logique dans une logique mercantile. Ah, est-ce qu'on a perdu Diego? Mexicain. Ah, il est revenu, il revient, il repart. Est-ce que Enfin, les Barras Ça y est, s'attaquent à voilà, Diego. tu vois, ils sont des prêts à Querétaro. Ça y est, je me fais hacker. Aïe, Non, mais aïe, voilà, aïe. ça reste une ville avec beaucoup d'investissements, avec beaucoup d'argent, une ville assez d'entrepreneurs, qui a une forte démographie, donc c'était assez logique de proposer à Querétaro une place. Donc, faut voir, quoi. Mais c'est une ville qui avait gagné sa place de cette manière, et finalement, il y a quand même du monde qui va au stade, quoi. Le stade se remplit, il y a 20 000 personnes le week-end. Quand on regarde les chiffres, finalement, il y a du monde qui va au stade, quoi. Ouais, alors que ce club joue quasiment jamais rien, il faut le dire aussi. Non. Mais Voilà, pour un club qui joue jamais rien, 20 000 personnes au ouais, stade, c'est vachement bien. Ah ouais, non, on est d'accord. il y a des clubs qui jouent des choses et qui remplissent à 20 000, C'est vrai. que ce soit en Europe, Non, on est complètement et en d'accord. Amérique latine. Donc, sachant qu'au Euh, Mexique, c'est quand même la meilleure affluence d'Amérique dans les stades. Donc, Petite question dans le chat. Alors, je l'ai vu passer, mais tu vas le savoir mieux que moi. Comment ils ont communiqué Atlas par rapport aux événements? Et depuis, je sais qu'il y avait eu un communiqué assez rapide, assez laconique, il me semble. Depuis, ça réagit comment pour Atlas? à part avoir dénoncé Ouais, ce c'est qui ça. s'était passé, etc., il n'y a pas eu grand-chose. Il y a surtout le gouverneur de l'État du Jalisco, donc où joue l'Atlas Guadalajara, qui s'est beaucoup exprimé, qui est venu un peu en défense du club. Mais c'est vrai que de la part des clubs, on a avant tout des messages d'apaisement. On n'a pas un message de vengeance de la part de l'Atlas sur Querétaro. C'est Oh, bah, plutôt des ça, messages d'apaisement. Il y a pas mal de supporters qui ont partagé des photos de eux avec leur maillot et en photo avec un supporter rival. Voilà, pour montrer qu'il fallait que ce soit la paix. Dans 10 jours, on a un Clásico Regio à Monterrey entre Tigres et Rayados. Et mon petit doigt me dit qu'il va se préparer quelque chose pour manifester la paix. Donc, soit un stade complètement mixte, soit une action, en tout cas devant le match, avant le match, devant le stade. Mais voilà, les réactions sont plutôt à l'apaisement, pas trop de. À part des messages quand même de supporters ou de journalistes qui demandent la radiation de ouais. Querétaro, on n'a pas non plus, on n'a pas grand-chose Bon, de plus. bah voilà, on va juste leur espérer que s'ils veulent faire un match, le stade de la paix, ça a été tenté au Chili il y a un mois, ça s'est mal fini. Hein, donc, on va prier pour que
que ça ne parte pas en sucette. Il n'y a pas forcément beaucoup de raisons non plus, hein, tu le disais. C'est pas non plus une habitude mexicaine. C'est aussi pour cela que c'est quand même, assez choquant pour tout le monde, hein, ce qui s'est passé, parce que voilà, c'est pas non plus une habitude. Je veux pas dire que si c'était arrivé en Argentine, on aurait dit c'est comme d'hab. Parce que voilà, pour le coup, en Argentine, c'est quand même moins fréquent, hein, maintenant. On Euh, n'en est plus là. on n'en est plus là. D'ailleurs, Diego, dernier point, il me semble que ça évoque le fait qu'il y aura plus de supporters visiteurs, hein, pour suivre pour la suite du tournoi, hein. On en est là, nous. C'est sûr. Oui, ça c'est sûr, il y aura plus de supporters visiteurs. Je trouve que c'est un peu culpabiliser les supporters de l'Atlas qui visiblement, hein, ne sont pour rien, mais peut-être que pour leur sécurité, c'est mieux. C'est, je pense, un coût, important, mais enfin, c'est généralement, il y a quand même très peu de problèmes. Alors, il y a très peu de problèmes parce qu'il y a toujours une sécurité assez importante, il faut le dire. Je veux dire, Mm. quand les supporters de l'América visitent les Pumas ou quand il y a des voilà, il y a toujours un service de sécurité important qui permet d'éviter cela. Parce que sinon il y aurait quand même des bagarres assez souvent, mais si, ça reste, assez pacifique la plupart du temps et comparable à ce qu'on peut trouver ailleurs, en fait. Ouais. Bon, bah voilà. Donc on va suivre avec attention la suite. On va espérer surtout que maintenant qu'ils se sont offert la pire des vitrines mondiales, les dirigeants mexicains fassent quelque chose. Voilà. On est un petit peu Bonne dubitatif chance. sur la chose. On va voir. En même temps, il va y avoir pression. Diego l'a évoqué, avec aussi les volontés de s'unir avec le Nord. Je suis pas convaincu que les voisins du Nord apprécient beaucoup ce qui s'est passé ce week-end, et envie de voir leurs équipes aller parce qu'on va vite tomber là-dedans, aller se frotter à certains des clubs mexicains. Donc il va quand même falloir agir au Mexique, hein. Donc voilà. Ouais, après, ici, la population, ce projet de ligue unique, Ouais. les gens n'ont un peu rien à faire, hein. C'est juste du business, c'est juste du business et c'est juste les dirigeants qui y pensent, quoi. Ouais. Mais Après, ça paraît inéluctable, mais bon. ça paraît de plus en plus inéluctable. Tu as évoqué, hein, on va revenir un petit peu sur le sport. Enfin, sur le sport, c'est les coulisses, hein, c'est pas. Mais bon, le fait d'avoir fermé la Liga MX, voilà. On commence à se renifler un peu plus franchement, avec le Nord, avec ces espèces de compétitions. Voilà, ça sera un autre débat. Ça sera intéressant de le mener un de ces quatre. Mais voilà, on va suivre la suite de cette affaire-là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la Ouais. situation au Mexique. Nico, je vais te laisser enchaîner. Ouais, par contre, c'est quand même intéressant. Il va falloir qu'on plonge quand même dans ce monde des barrasses parce que l'idée de Pierre est sympa. Bah, on voit que d'un pays à l'autre, ce fonctionnement est vraiment, vraiment différent. Et je rappelle que pour beaucoup d'Argentins, être un barra, c'est un métier avant d'être supporter d'un club, avant d'être hincha. Ils peuvent être hincha de n'importe quel club et barras pour un autre parce que c'est juste un système mafieux qui leur donne de quoi manger au quotidien. Et donc ouais, ça sera un sujet, je pense, riche entre nous, en tout cas avec vous, évidemment. Et donc, pour enchaîner dans la gaieté, euh, il y a un autre pays, hein, aussi, le Brésil. On n'en parle pas toujours, hein, mais ils ont des bons énergumènes quand même. Et on avait un petit classico à Belo Horizonte entre l'Atlético Mineirão et Cruzeiro. Et là aussi, Marcelin, ça s'est bien chamaillé. Oui, ça s'est passé hier, donc avant le classico entre l'Atlético Mineiro et Cruzeiro, où il y a une cinquantaine de supporters des deux clubs qui sont affrontés dans la zone est de Belo Horizonte. Il y a eu des armes à feu qui ont été utilisées, et donc il y a un décès d'un supporter de Cruzeiro de 25 ans. Il y a un autre homme aussi qui était juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, qui a été touché par balle à l'épaule. Donc, il y a eu ces faits de violence. Et surtout, on a déjà parlé la semaine dernière, où il y a eu beaucoup d'incidents dans beaucoup d'endroits du Brésil, que ce soit du nord-est jusqu'au sud du Brésil, avec la violence entre supporters, mais aussi contre les joueurs, donc qu'ils soient de l'équipe des supporters impliqués ou de l'équipe adverse, comme le Grenal à Porto Alegre. Donc, il y a beaucoup de violence aussi au Brésil. Et hier, en conférence de presse, Abel Ferreira, donc l'entraîneur portugais de Palmeiras, qui vient de remporter la Recopa, a dit qu'il attendait que des mesures soient prises
et il a laissé entendre qu'il pouvait quitter le club si il ne se sentait pas en sécurité pour lui, sa famille et aussi les joueurs. Donc on voit que là aussi au Brésil, il y a ces gros problèmes de violence. Ouais, c'est pour ça qu'on a envisagé ce dossier sur les Barras, parce que il y a le Brésil, il y a eu le Chili, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, il y a la Colombie aussi, Pierre dans le chat peut en témoigner, où c'est un peu brutal. Et là, on vient voilà, on a lu le Mexique et voilà, ça chauffe un petit peu partout. Je sais pas si on peut parler d'une résurgence un petit peu de la violence dans les stades. Je sais pas, on va pas non plus faire des raccourcis un peu trop rapides. Mais c'est vrai que par exemple au Brésil, là, ça fait 15 jours. Marcelin, ça y va. Hein. Ouais, puis ce qui est choquant, voilà, entre supporters, il y a toujours eu Ouais. ils arrivent, ils s'arrangent entre eux pour se retrouver assez loin du stade et faire des bagarres. Mais là, c'est vraiment les joueurs. Enfin, une bombe, par exemple pour Bahia, où il y a une bombe qui explose dans le bus des joueurs. Le gardien Danilo qui a été sérieusement touché. Enfin, là, je trouve ça qu'il y a quand même une étape de franchie. On s'en prend vraiment aux joueurs. Pareil que par un club où les supporters rentrent sur le terrain pour agresser les joueurs. Ça, on le voyait un peu moins. Et c'est vrai que sur le même week-end, autant d'histoires différentes, c'est vrai que ça fait un peu peur. Ouais, exactement. Voilà, vous voyez, on est dans la gaieté. On va juste clore le chapitre bonheur et joie de suivre du foot en Amérique latine. Marcelin avec encore un petit peu au Brésil. Alors on l'avait déjà évoqué cette affaire de soupçon de fraude dans le championnat Cearense. Voilà, ils ont fini, ces soupçons ont fini par aller plus loin puisqu'ils ont fini par avoir clairement la peau du championnat, quoi. Du championnat Oui, d'État. le championnat avait continué, donc c'est le club de Crato où il y avait des suspicions de matchs arrangés. Le championnat avait continué. Là, il vient d'être suspendu. En fait, c'est deux clubs qui ont demandé la suspension. Ils ont un intérêt, il y a un club qui s'appelle Maracana qui a terminé 5e. Et en fait, c'est juste les 4 premiers qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et ce club-là fait 2 fois 0-0 contre Crato, alors que le 4e club, qui est Iguatu, avait battu Crato 3-1 et surtout 7-0 lors de l'avant-dernière journée. Donc on peut se dire que ce match était truqué. Avec des buts assez magnifiques. Hein. Je ne sais pas si tu as vu les images. Voilà. J'avais pas vu les buts, non. Écoute, je les avais vus, j'avais failli les mettre quand on avait fait la news, c'était quoi, il y a 15 jours, je crois, ou peut-être la semaine dernière même. La semaine dernière, semaine dernière, voilà, il y a des défenseurs qui... Voilà, ils pourraient jouer au Girondin tellement ils vont vite dans le repli. J'irai voir du coup, mais si ces matchs-là sont annulés, Maracana du coup se qualifierait à la place d'Iguatu. Mais comme on l'a dit, le championnat a continué et Iguatu a éliminé Ceará en quart de finale. Donc je ne sais pas s'ils annulent les matchs, comment ils vont s'en sortir pour terminer le championnat. L'autre club qui a demandé la suspension du championnat, c'est Icasa, qui ne peut plus se qualifier pour les quarts de finale, qui a terminé à la dernière place non relégable, sauf que l'Atlético, qui est donc le premier club relégué, a déposé un autre recours. C'est le Brésil. Parce qu'en fait, c'est le Brésil. C'est le Brésil. C'est magnifique. Moi, je m'y perds. Ouais. Mais Icasa a aligné un joueur qui a été suspendu pour 3 cartons jaunes. Et en fait, comme il a reçu un carton jaune lors d'un match de Crato, Icasa pourrait perdre des points. En fait, il pourrait perdre 4 points et donc être relégué. Et si jamais le match contre Crato est annulé, le carton jaune devrait être annulé aussi. Et du coup, il s'assurerait ce maintien de cette façon. Donc, on va voir comment ça va se terminer. Mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir finir le championnat, qui vont reléguer. On va voir ce que ça donne. Après, on est au Brésil. Il y a des championnats qui ont eu un dénouement 90 ans plus tard. Hein. Oui, donc là, on n'est pas pressé, mais ça devrait être en fin de semaine. Normalement, il devrait y avoir une décision qui va être prise. Voilà. Nico. Et sinon, on va retourner quand même sur des news un peu plus joyeuses et plus festives en remontant au nord. Je suis tout en bas, donc si je fais ça, normalement, ça doit monter au-dessus de Diego. Ah, tu peux aller au-dessus de Diego. Ouais. Et donc oui, en MLS avec
nouvelle franchise de Charlotte qui a commencé, enfin qui a fait ses débuts et qui bat déjà un joli record. Ouais, exactement. On va finir par des choses un peu plus gaies. Voilà, je vous mets le chiffre à l'écran. 74 479. C'est le nouveau record d'affluence dans un match pour de la MLS. Ça peut faire rire ceux qui sont allés à l'Azteca. Mais, mais c'est quand même assez important. C'est une nouvelle franchise, tu l'as dit, c'est Charlotte qui joue au Bank of America Stadium. Alors si vous suivez la NFL, vous connaissez ce stade parce que c'est celui des Carolina Panthers. Panthers. Exactement. C'est le même proprio, tout simplement. Donc ils vont jouer dans ce stade toute l'année. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire comme Atlanta qui a plusieurs matchs à plus de 70 000 dans un stade absolument incroyable. On verra ce que ça va donner. Vous verrez un petit peu plus loin dans l'émission, probablement, je spoil un peu, qu'il s'est passé quelque chose durant ce match. Voilà, donc tout ça pour dire au niveau des chiffres, hein, ce nouveau record, c'est 2000 de plus que le précédent record qui datait de 2019, donc je le disais, Atlanta. Et c'était déjà face au LA Galaxy, puisque c'était le LA Galaxy qui était accueilli par Charlotte pour ce match d'ouverture de la toute première saison de l'histoire du club en MLS, je le dis, ils ont perdu. L'ancien record, c'était donc un peu plus de 72 000. Et pour vous donner une idée, c'est quand même la 5e plus grosse affluence de toute l'histoire aux États-Unis pour un match de football qui implique une franchise de la MLS. Le record absolu hors MLS, c'est un Barcelone LA Galaxy, toujours le LA Galaxy, mais bon, en même temps. Hein. C'était 93 226 en 2015. C'était au Rose Bowl de Pasadena. Ouais, ça peut être que là, hein, en même temps. Ça peut être que là. Il y a plusieurs records à plus de 90 000 sur des tournées d'équipes européennes ou des espèces de tournois où il y avait 2 matchs qui se suivaient pendant ces tournées-là, justement au Rose Bowl de Pasadena. Voilà, donc Charlotte a accueilli 74 000 personnes, je le disais, ils ont perdu. Mais il y a eu aussi un autre aspect. Je suis pas sûr qu'elle soit à 5 $ la place, Romain, dans un match aux États-Unis, c'est jamais 5 $ la place, hein, mais bon, voilà, il n'y a pas de tarif enfant hein, aussi non plus, je pense. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas les tarifs, j'ai pas regardé à combien était la place, mais c'est assez cher en général. Sinon, ce match-là, ça a été aussi le moment d'une histoire à l'américaine, mais voilà, c'est aussi pour partir un petit peu sur un peu de sourire dans cette histoire, parce qu'on a quand même bien déprimé pendant près 40 minutes. Donc je disais, oui, une belle histoire à l'américaine qui a été publiée par l'un des joueurs du LA Galaxy, Sacha Kljestan. Avant le match, vous le voyez, c'était un tweet qu'il a envoyé avant le match, où il raconte une histoire où il avait rencontré un jeune garçon en 2010 dans un hôpital pour enfants, ce jeune garçon qui avait subi des chimios et qui avait eu aussi une greffe du foie parce qu'il avait un cancer du foie. Ce garçon-là s'appelait Chris Egart. Et Chris Egart, voilà, c'est les histoires à l'américaine. Aujourd'hui, il est où ? Il est milieu de terrain à Charlotte. Donc, Sacha Kljestan avait annoncé qu'il allait échanger à nouveau son maillot avec lui, forcément. Chose faite, voilà l'image. Ça a fait un peu le tour de certains des médias en Amérique du Nord, mais voilà, c'est une actu un peu plus sympa. Il reste quand même des choses sympas dans le football et voilà, c'est l'occasion de terminer cette partie des news sur un sourire, j'ai envie de dire, hein, Nico. Ouais, et puis c'est quand même bien sympa, je trouve, ce lien entre. Enfin, sympa. De mon point de vue, peut-être pas des Mexicains, mais ce lien entre Ligue mexicaine et MLS avec cette ligue fermée qui ressemble de plus en plus à sa sœur nord-américaine et des affluences qui commencent aussi à être sympas dans plusieurs stades de MLS. Et ouais, donc il y a un petit projet quand même qui pourrait voir le jour, même si je pense qu'il est plus souhaité par les Américains que par les Mexicains. Demande à Diego, tu vas voir. Je peux me tromper. Diego va être ravi à l'idée de jouer les New York Red Bulls. New England, ça va être génial. Mais même si ça arrive, je peux pas m'empêcher de croire qu'il y aura pas un tournoi 100% mexicain, tu vois. Genre, c'est-à-dire rétablir la coupe qui a disparu, tu vois, la Copa juste, et faire un truc entre Mexicains parce que les déplacements à Boston ou à Vancouver. Ouais. Non mais c'est vrai parce que mais c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Ils veulent faire leur ligue, va falloir les déplacements, ça va être sympa. Mais bon. Et puis même une question de niveau parce que ils peuvent pas le faire maintenant parce que si tu te retrouves avec 6 clubs mexicains en tête, c'est fini. Compliqué, quoi, pour les Américains. Je pense qu'ils embrayeront le pas le jour où la Conca Champions sera basculée côté américain, ce qui est à dire pas encore. Voilà. Jamais. Oh, attention, on sait jamais, on va voir, on en reparlera à la fin, mais
Mais la Conca Champions, voilà, il y a des duels. On en parlera à la fin dans le programme, mais il y a des duels Amérique, États-Unis, enfin MLS, on va dire MLS Liga MX cette semaine. Oui, d'autant que ce qui s'est passé ce week-end peut vraiment affecter les clubs mexicains qui vont jouer sans public, même la Conca Champions. Donc, Voilà. Ouais, ça va forcément avoir un impact à un moment. Ben, on a fait le tour un peu pour ces news. On va enchaîner sur notre dossier de la semaine. Direction de Brésil, retour au Brésil. Et c'est l'heure d'un moment d'histoire. Exact. Ouais, place à l'histoire. Donc, avec Marcelin, on l'avait pas perdu. Il y avait des inquiets dans le chat. Monsieur Cancha-Rentina dans le chat était très inquiet. Je suis très inquiet. Mais non, Je suis t'inquiète là, pas. c'est- Marcelin résiste avec son beau maillot blanc du Brésil. Il n'a pas peur des superstitions, on en reparlera tout à l'heure. Non. Voilà, on va parler avec toi, Marcelin, de ce deuxième ouvrage que tu sors sur Hello, aux éditions Lucarno Posé, Primera Bola. C'est oui, le deuxième, un livre qui, je le disais, l'objectif, tu l'évoquais, Nico, de remonter un petit peu le temps. Pour le présenter très rapidement, même si tu vas le faire, Marcelin, voilà, l'idée c'est de découvrir comment le football, parce que c'était en 2 mots à l'époque, foot-ball est devenu football au Brésil. Et justement, avant d'évoquer plus en détail ce qu'on va trouver dedans, est-ce que, Marcelin, tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cet ouvrage, de cette thèse d'histoire? C'est un livre que j'ai commencé en 2015, donc avant même de rejoindre Lucarno Posé. Je ne sais pas si tu te souviens, quand j'avais postulé à Hello, je t'avais dit que j'écrivais déjà ce livre. Et à l'origine, c'est seulement un chapitre qui allait parler du championnat sud-américain 1919. Mais avant de parler de ce championnat, je voulais un peu parler du contexte et comment le football était arrivé au Brésil. Et donc j'ai commencé à écrire sur ça et ça commençait à être un petit peu long et je voyais que j'étais encore loin d'arriver avant 1919. Ça m'intéressait, du coup j'avais envie de parler de pas mal de choses. Et donc à un moment j'ai repris le livre et je me suis dit je vais pas faire ce que j'avais prévu, mais je vais parler de vraiment les débuts du foot brésilien, comment c'est arrivé, comment ça s'est développé. Et pour finir le livre, ça me semblait assez logique de s'arrêter à l'officialisation du professionnalisme, parce que c'est vraiment le premier débat du foot au Brésil. Donc j'ai terminé le livre en 2017, donc ça fait déjà quasiment 5 ans. À l'époque, j'avais contacté un éditeur, mais bon, il n'avait pas l'air très intéressé. Et après, c'est vrai que la thématique est tellement spéciale et assez réduite que c'est vrai que pour un éditeur classique, ça paraît difficile de se lancer dedans. Après, on en parlait, on avait espéré pour 2019, comme il y avait le centenaire de ce championnat sud-américain qui était le départ de ce livre, on aurait pu le faire à ce moment-là, mais on était encore un peu juste, mais on s'est développé déjà avec les magazines, et puis au final, on a lancé la maison d'édition fin 2020 avec Garincha, et puis maintenant on peut proposer nos livres sur les thèmes qui nous intéressent. Nico? Ouais. Après, il faut avoir l'habitude, quand Marcelin a une idée et qu'il commence à parler, souvent le premier chapitre finit par 2 tomes. Donc, donc c'est quelque chose de classique. Marcelin Et, qui détient, je poursuis là-dessus, Vas-y. il détient le record de l'article du MAG le plus long. Voilà. ouais, et l'article qui n'est toujours pas fini à ce jour, je crois. Et donc Marcelin, dans ce petit livre, du coup, on retrouve quoi de particulier? Déjà, ouais, comment le football est arrivé au Brésil et comment il s'est développé. Il y a aussi un retour sur quasiment toutes les éditions des championnats Paulista et Carioca, donc à São Paulo et à Rio. Et aussi comment la sélection brésilienne, pareil, a débuté, et puis ses parcours dans le championnat sud-américain, donc l'ancêtre de la Copa América. Il y a aussi des innovations, ça que j'aime bien aussi, cet aspect où encore aujourd'hui le football évolue, et déjà à cette époque, même s'il y en a qui peuvent penser qu'il n'y avait rien, en fait il y a déjà des joueurs qui ont fait évoluer le foot et comment il était joué, donc ça soit des gestes techniques,
ou aussi des tactiques ou des pratiques sur les entraînements, tout ça. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait avancer le football et j'essaie d'en parler dans le livre. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est les conflits. À l'époque, le football, c'était vraiment réservé aux riches et il y a un peu cette idée de gentleman, de fair play. Au final, on se rend compte qu'il y a souvent des joueurs qui vont quitter le terrain quand ils sont pas d'accord avec les décisions arbitrales. Ça arrive assez souvent à cette époque. Mais le vrai conflit de ces débuts du foot brésilien, c'est la professionnalisation et surtout son officialisation, puisqu'elle permettait à des joueurs pauvres, notamment les Noirs, parce que le Brésil abolit l'esclavage en 1888. C'est le dernier pays d'Amérique à le faire. Et c'est aussi le pays où il y a eu le plus d'esclaves. Et le football arrive 6 ans plus tard. Donc il y a vraiment ce thème qui revient souvent. Et donc, on voit un petit peu comment les plus pauvres et les joueurs noirs vont réussir d'abord à jouer entre eux et ensuite à s'insérer dans ce football qui se développe au Brésil. Ouais, je te coupe 2 secondes, c'est vraiment un des thèmes qui est très présent dans le livre au fil des pages. Justement, enfin, l'impact que le football a aussi sur la société brésilienne dans son ensemble, qui exclut les pauvres, exclut les noirs. Et c'est intéressant aussi par rapport à cela, parce que c'est quelque chose qui nous amusait souvent quand même à Hello, quand on voyait, notamment à l'époque de la Super Ligue européenne, cette fameuse banderole totalement fausse au final du football créé par les pauvres, volé par les riches. Lisez le livre et vous allez voir que c'est plutôt volé par les pauvres, créé par les riches et volé par les pauvres, qui se sont mais véritablement battus pour pouvoir récupérer s'approprier ce sport. Et tu l'expliques aussi dans le livre, on le voit au fil des pages, tu parlais des joueurs, des gestes techniques, des avancées, avec comme conséquence une évolution du jeu aussi par l'arrivée de ces classes-là. Oui, il y a beaucoup de joueurs noirs aussi qui ont fait évoluer le jeu et des clubs aussi il y a toujours des pionniers qui ont permis aux joueurs noirs de jouer et qui ont aussi réussi à gagner des titres et de façon pour arriver à s'imposer, ils étaient obligés de gagner et d'être meilleurs que les autres. Et aussi, le livre s'intéresse surtout à Rio et São Paulo. Et on voit que c'est vraiment deux villes différentes et où il n'y a pas il y a le même conflit, mais d'autres façons de voir la chose. Et on voit bien la différence entre Rio et São Paulo. Pour finir sur le contenu du livre, j'aime bien aussi parler de grands joueurs qui sont aujourd'hui complètement oubliés, mais sans parler des Friedenreich, Neco, les plus grands joueurs. Mais des joueurs, par exemple, je pense à Popo, à Baya, ou ça s'appelait comme ça. Non, mais alors, tu rigoles, mais enfin, c'était pas pour ça que je réagissais, c'est parce que en lisant dans le livre les quelques lignes sur ce joueur, je sais pas ce que t'en penses, je vois Garrincha. Oui, ouais. Voilà, c'est juste ça, c'est pour ça que je réagissais par rapport à Popo de Baya. J'ai l'impression de voir Garrincha, mais 20 ans plus tôt, quoi. 30 ans Mais plus c'est tôt. vrai, ouais, c'est le premier joueur qui me vient à l'esprit, parce je le trouve aussi marquant. Mais j'aime bien, ouais, sur un paragraphe ou deux, essayer de faire des mini-biographies, de ressortir les Ouais. éléments importants de ces joueurs qui aujourd'hui sont complètement oubliés. Donc c'est aussi une partie où j'ai pris du plaisir à le faire. Et puis pour finir, mon métier à la base, c'est dans les statistiques. Donc c'est vrai que j'aime bien, même dans les podcasts, essayer d'illustrer avec des chiffres et des données. Donc à la fin, un petit peu comme avec Garrincha, il y a pas mal d'annexes sur les championnats d'État, comment ils sont arrivés, les premières années, les champions. Des données aussi sur les premiers clubs de Rio et São Paulo. Tous les vainqueurs, meilleurs buteurs des éditions des grandes compétitions. Et puis aussi des stats inédites sur la sélection. Sur cette période, il y a 62 matchs. Donc j'ai pris match par match, joueur par joueur. Et du coup, on peut avoir les meilleurs buteurs et les joueurs les plus capés de cette période. Et aussi les clubs qui ont fourni le plus de joueurs à la sélection. Ça permet aussi de faire presque un classement un peu fictif des clubs importants de cette période. Ouais, on les croise tous. Pour répondre à la question de Pierre dans le chat, oui.
Tu vas savoir pourquoi les clubs s'appellent Club de Regatas. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, un petit peu dans l'émission. Merci pour le message de Vue des Tribunes qui nous dit un livre magnifique et passionnant. Voilà, il est là, hein, ce livre, donc n'hésitez pas. Je le disais, il y a aussi pas mal de... On a eu cette chance-là de pouvoir mettre pas mal d'illustrations. Voilà, on a eu la chance de pouvoir le faire. On a été aidé par certains clubs. Je pense on peut en profiter par exemple pour remercier le club d'Exeter hein, qui nous offre la photo de la couverture. C'est eux qui nous ont gratuitement donné ces photos-là. On les avait contactés tout simplement. Ils nous ont envoyé toute une série de photos sur la tournée d'Exeter au Brésil en 1914. Voilà, donc il y a pas mal d'illustrations. Il y a aussi pas mal de choses, d'anecdotes. Moi, j'ai appris des choses folles. Hein, voilà. J'ai appris pourquoi les supporters brésiliens s'appellent les Torcedores et donc les groupes les Torcidas. Voilà. Je dis pas pourquoi, vous verrez. Je trouve l'histoire assez incroyable. Ouais, effectivement, Frioul, il paraît que The English Game montre aussi qu'en Angleterre, au début du foot, il y avait une histoire de lutte des classes aussi. Mais voilà, là, c'est très très présent au Brésil. Je parlais des anecdotes, Marcelin. Est-ce qu'il y en a une, toi, qui t'a marqué particulièrement quand t'as écrit ce livre? Et après, on répondra à la question de Romain. Du coup, je voulais parler du championnat sud-américain de 1919. C'était une compétition qui devait être organisée en 1918, mais à cette époque, il y a la pandémie de grippe espagnole, et donc il y avait le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, parce que le foot a été interrompu. On voit aussi des clubs qui font des actions de solidarité pour venir en aide aux victimes. Et puis aussi, il y avait l'Uruguay qui s'était proposé pour organiser la compétition qui devait avoir lieu au Brésil. L'Uruguay aimerait la récupérer. Là aussi, ça fait penser à ce qui s'est passé en 2021. Et le Brésil, cette fois, qui est dans l'autre position, va refuser. Ils vont dire qu'ils vont faire la compétition, ils vont l'organiser à Rio de Janeiro quelques mois plus tard, donc déjà en 1919. Et en plus, il y a un chapitre dédié à cette compétition, parce que c'est vraiment celle qui lance le football brésilien. Ça avait déjà de l'importance à Rio et São Paulo, mais c'est tout le pays qui va se prendre d'affection et d'amour même pour le foot. Ouais. Et c'est vraiment, oui, tu l'as dit, hein, 19, il y a un chapitre entier dessus. La question de Romain, moi j'ai la réponse, mais vous allez, si vous prenez avec le livre, vous aurez aussi la réponse quand vous verrez la partie bibliographie. Comment tu fais pour trouver des sources fiables, Marcelin? Des livres surtout, ouais, sur la partie biblio, il y a une trentaine de livres, donc soit sur cette période vraiment, des biographies, on y reviendra, il y a celle de Friedenreich, il y a Neco, Leonidas, Domingos. Après, j'ai des livres sur vraiment toutes les éditions du championnat Carioca, un autre sur la rivalité entre Brésil et l'Argentine, donc forcément, j'ai pris que sur cette période. Donc vraiment croiser les livres, et ça permet parfois, pour la même histoire, il y a plusieurs versions, donc après il faut essayer de voir laquelle est la bonne. Et après j'ai pu compléter avec soit des journaux, soit j'ai demandé à des historiens ou des écrivains, mais la partie principale c'est les livres. Ouais, il y a plus d'une trentaine de livres qui sont cités dans le livre, justement, une trentaine d'ouvrages. Et Marcelin le disait, il y a quand même pas mal d'archives qui sont disponibles sur les sites nationaux notamment. Alors bon, faut s'accrocher pour aller les parcourir parce que les moteurs de recherche sont pas encore complètement optimisés, on va dire. On a fait un peu les frais en voulant compléter. Mais c'est possible d'aller voir les journaux de l'époque. Il faut un peu savoir ce qu'on veut aller chercher. Mais c'est possible, quoi. Donc, toutes ces archives-là sont disponibles, Marcelin. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez mal fait. C'est compliqué de retrouver l'information. Mais il y a quand même cette richesse de pouvoir consulter beaucoup de journaux de cette époque. Ouais. Moi, j'ai une petite question, Marcelin, parce que je suis le mauvais élève de Lucarne Opposé, j'ai pas encore mon exemplaire. Et, par contre, j'ai celui de Garincha que j'ai évidemment dévoré. Et tu avais eu l'honneur quand même d'avoir une préface avec Mario Zagallo. Et du coup, là, dans cet ouvrage, tu as réussi j'imagine, à avoir un joli nom encore. Oui, c'est Luis Carlos Duarte, donc, qui a écrit une biographie d'Arthur Friedenreich. Et Friedenreich est vraiment la grande star de cette époque.
D'ailleurs, en 61, il y avait une photo avec Pelé et Léonidas, et c'était vraiment les trois monstres de leur époque. C'est en fait l'équivalent de Pelé pour le foot amateur. Et en plus, la carrière de Friedrich Reich couvre quasiment toute cette période. Ce qui commence en 1909, le premier championnat à Sao Paulo, c'est 1902. Et il prend sa retraite en 1935, donc 2 ans seulement après l'officialisation du professionnalisme. Donc on voit vraiment à travers en fait la carrière de Friedenreich, on a déjà un bel aperçu de cette période. Et ça a été aussi l'un des pionniers du foot brésilien à de nombreuses reprises. Il est par exemple de la première tournée d'un club brésilien à l'étranger. 12 ans plus tard, la première tournée en Europe. Il est aussi du premier match de la Seleção. On a parlé de 1919, c'est encore lui le héros. Donc c'est vraiment le joueur marquant de cette période. Donc c'était pour ça que j'étais content d'avoir Luis Carlos Duarte qui a fait cette biographie pour ma préface, surtout qu'il l'a. Enfin, je suis assez content du rendu final. Et puis c'est quelqu'un en plus qui m'avait aidé, justement, comme j'avais dit, j'avais fait des recherches, j'avais demandé des renseignements quand j'avais des doutes, et donc il m'a aidé dès les débuts du livre en 2015. Et on a gardé contact ensuite, et ça montre aussi un petit peu le chemin depuis 7 ans maintenant pour ce livre. Ouais, c'est vraiment un livre qui a fini par suivre le développement de Lucarno Posé, hein, concrètement. Marcelin l'a dit, mais on est typiquement dans ça. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une graine, une idée, puis elle n'a cessé de se développer et de suivre Hello. C'est un peu la conclusion. Ça aurait presque pu être le premier à sortir. En fait, ça aurait même dû être le premier à sortir, parce que tu l'as dit, on y pensait avant Garrincha. C'est venu bien après l'idée de Garrincha, mais voilà. Donc c'est quand même assez cool qu'ils finissent par enfin voir le jour. Parce que Marcelin le disait, 2015, hein, les amis. Donc ça fait 7 ans hein, que ce projet mûrit. Voilà. C'est aussi un luxe qu'on peut se permettre à Hello. Hein, c'est que nous, le temps, on l'a. Donc on fait ce qu'on veut. On va à la vitesse qu'on veut. Et justement, Marcelin, maintenant on fait quoi là? C'est quoi la suite pour Monsieur Chamois? À part continuer à écrire ces articles de 70 000 signes dans le mag, quelle est la suite pour vous, monsieur? J'allais dire on s'arrête, mais non. C'est pas possible ça. Non. Ça, j'ai déjà recommencé, oui, quelque chose d'autre. Donc on a un livre qui a été écrit à 4 mains. Donc là, pour le coup, c'est une première pour moi. On a déjà le sujet, on a déjà avancé sur ça. J'aimerais aussi reprendre la première idée de Primera Bola, où 1919, c'est juste un chapitre, et donc revenir sur, à travers les grands matchs de la sélection brésilienne, faire toute l'histoire de la Seleção et aussi du Brésil. Et puis aussi, pourquoi pas faire une suite de Primera Bola, en reprenant un petit peu le même principe, d'essayer d'être complet sur une période définie, et de mêler le foot et la société. C'est aussi ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers le foot, on peut parler de la société et de l'histoire d'un pays. Avec une trilogie donc. Hein? Oui, ou une tétralogie. Je pense plus une trilogie, mais c'est vrai que si on prend des périodes de 20-30 ans, je pense que ça peut en faire un livre, et dans l'histoire du Brésil, ça peut se découper assez bien. Donc, pour l'instant, j'imagine en 3 parties. Voilà, mais on n'attendra pas 7 ans, même si on a le temps. Peut-être, on ne sait pas. Remarque, il y a quand même pas mal d'autres trucs entre. Donc voilà, vous savez déjà qu'il y en a un autre qui est en prépa, qui avance. Donc voilà, on dit pas encore ce que c'est, mais on dit pas encore ce que c'est parce que forcément le co-auteur est pas avec nous, donc on va pas spoiler avec sa place sans qu'il soit là. On n'a pas demandé l'autorisation d'en parler. Bon, même si c'est moi le patron, on va dire merde. Non, mais quand même, voilà. Voilà, il y en aura un autre qui va arriver. On n'a pas de date non plus, mais il est en cours d'écriture. Voilà. Bon, en attendant, foncez quand même sur le site de la maison d'édition Lucarno Posé pour vous procurer Garrincha et Primera Bola, les 2 premiers, parce qu'il va y en avoir tellement d'autres derrière. Les 2 premiers. J'aurais dû l'appeler la maison d'édition Marcelin Chamois. C'est une machine. On a un bot, mais on a une machine aussi. Hein. On en a 2. Et tiens, justement, Marcelin, tu bouges pas. On va te garder sous le coude parce que on va passer au maillot de la semaine. Exactement.
Et justement, on parlait d'histoire. Pierre nous parlait de club de régate. Voilà, on va faire la transition a été faite. Au final, on va passer à ce maillot de la semaine. Donc avec un maillot que l'on retrouve par exemple dans le livre de Marcelin, hein, Nico. Ouais, car il est bien question d'un maillot ici, un maillot bien particulier quant à son histoire et sa signification. Donc c'est le Papagayo des Vintem. Je sais pas si je prononce bien Marcelin, le portugais, c'est pas pas pour mal, moi. c'est pas mal. Il a Et, connu la et donc, prononciation maillot portugaise de Pierre. Il peut tout encaisser. Caipirinha, s'il maîtrise Pierre. C'est Le mieux, c'était l'Itaquera. Mais bon, est-ce que tu peux nous raconter les origines de ce maillot, Marcelin, s'il te plaît? Oui, donc ça concerne Flamengo. Je voulais commencer par Flamengo quand même. Et donc en 1911, bah oui, forcément, ouais. C'est des dissidents du Fluminense, donc qui était un club de football, qui vont fonder une section de football au Flamengo, qui était un club de régate, donc d'aviron. Et ce sont deux sports qui représentent l'élite de Rio de Janeiro. Mais quand même, l'aviron, encore plus que le foot, où les footballeurs sont vus un petit peu comme inférieurs à ces pratiquants d'aviron. Donc, ils vont accepter les anciens joueurs de Fluminense pour qu'ils fassent un club de foot au Flamengo, avec une exigence, c'est que le maillot ne soit pas le même. Le maillot d'aviron, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui de Flamengo à bande horizontale rouge et noire. Mais les pratiquants d'aviron vont demander pour le foot un autre maillot qui va être ce maillot Papagayo di Vintem. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, Papagayo, c'est un perroquet, mais c'est aussi le cerf-volant, qui est toujours d'ailleurs très populaire à Rio. Et Vintem, c'était une pièce de 20 reais, la monnaie de l'époque, et c'était le prix d'un cerf-volant à l'époque. Et quand on voit le maillot, on retrouve en fait les 4 gros carrés d'un cerf-volant, et c'est pour ça qu'on a appelé ce maillot Papagayo di Vintem. Et c'est pourtant un maillot qui est très mal vu par les fans. Alors, il va avoir du mal à se faire accepter, puisque Flamengo était le favori pour le championnat Carioca 1912, donc même si c'était un nouveau club, il y avait 9 joueurs du Fluminense qui dominaient vraiment la scène régionale, donc ils sont attendus comme favoris. Ils vont perdre le premier flaflou de l'histoire et ils terminent deuxième, donc la saison est considérée comme ratée. En 1913, ils ne sont pas non plus champions. Et donc, le maillot est accusé de porter malchance. Et il va être remplacé à la fin de l'année 1913. Donc, toujours pas par le maillot traditionnel des pratiquants d'aviron. On retrouve les bandes horizontales rouges et noires. Mais pour faire une petite différence, il y a des bandes blanches entre ces deux bandes. Donc, ce maillot va être appelé Cobra Coral, donc un serpent qui a ces couleurs-là. Donc Flamengo les joueurs de foot de Flamengo ont ce maillot jusqu'en 1916 où le Brésil va entrer en guerre contre l'Empire allemand. Et à l'époque, le drapeau de l'Empire allemand, il était noir, blanc et rouge, donc très similaire à ce maillot de Flamengo, qui entre-temps remporte le championnat en 1914 et 1915. Et donc à partir de 1916, ils vont être enfin autorisés à utiliser le maillot traditionnel de Flamengo qu'on connaît aujourd'hui. Et donc finalement, il disparaît pendant quasiment 8 décennies, et finalement toujours les mêmes effets. Il va revenir en 1995, donc le centenaire du club, donc le club d'aviron, parce que le Flamengo Foot, ça arrive en 1911. Et donc c'est l'un des premiers troisième maillots dans l'histoire du club. Il va être utilisé lors de matchs amicaux, notamment les débuts de Romario au club, et aussi lors de la Copa dos Campeões, donc, qui était une petite compétition à 4 équipes brésiliennes. Mais en 9 matchs avec ce maillot, Flamengo va faire 4 nuls et 5 défaites, et donc aucune victoire. Et forcément, la superstition de ce maillot qui porte malchance réapparaît. On retrouve ensuite le maillot en 2012, donc cette fois pour le centenaire de l'équipe de football. Et le premier flaflou de l'histoire qui a été perdu a été joué le 7 juillet 1912. Et donc la CBF va mettre le flaflou du Brasileiro le 8 juillet 2012.
son joueur. Mais il y avait beaucoup de festivités à l'époque sur ce match et avant, avec notamment les anciens joueurs qui vont s'affronter 20 minutes avant le match. Et Flamengo, forcément, va utiliser ce maillot Papagayo di Vintem et il perd le match 1-0 contre Fluminense. Et le match officiel va être également perdu 1-0. Donc forcément, encore une fois, on retrouve cette histoire de malchance avec ce maillot. Et finalement, la malédiction sur ce maillot va prendre fin quelques années plus tard, 3 ans après. Oui, là, en 2015, Flamengo ressort une nouvelle fois ce maillot. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais il va y avoir une nouvelle édition de ce maillot, cette fois pour les 450 ans de la ville de Rio. Ils vont l'utiliser pour la première fois le 1er mars, qui est le jour de la fondation de la ville. À cette époque, Flamengo est encore invaincu depuis le début de l'année. Ils jouent contre Botafogo au Maracanã. Ils vont dominer la rencontre, mais ils prennent un but en fin de match et ils perdent. C'était Donc encore une défaite et toujours pas de victoire, à part forcément en 1912 où il y a eu des victoires, mais depuis la réédition, il n'y a toujours pas de victoire. Et ils vont rejouer avec quelques semaines plus tard contre Volta Redonda. Donc ils sont archi favoris aussi pour ce match. Et à la mi-temps, il y a 1-0 pour Volta Redonda. Et au retour des vestiaires, Flamengo arrive avec le maillot traditionnel. Donc, il change de maillot à la mi-temps. Alors, officiellement, parce qu'il ressemblait trop à celui de Volta Redonda. Au Brésil, on change de maillot à la mi-temps, on s'en fout. Hein. Volta Redonda change aussi de maillot à la mi-temps. Il passe en blanc. Mais Flamengo change de maillot. Et ce qui est beau, c'est que Flamengo va inverser la tendance et s'imposer 2-1. Donc forcément, on a encore une fois cette histoire de superstition, à tel point que le capitaine de l'équipe, Wallace, avait écrit un article, enfin un post sur Facebook pour dire mais non, le maillot porte pas malchance. Et Flamengo va insister finalement. Ils auraient pu s'arrêter là avec le maillot. Et ils vont finalement enfin gagner un match avec ce maillot face à un club qui s'appelle Bom Sucesso, donc le bon succès en français. Le nom du club a peut-être porté malchance, chance. Et c'est la fin de cette malédiction. Ils vont l'utiliser 3 fois dans le Brasileirão en 2015 pour 2 victoires et une défaite. Mais c'est une histoire qui aura duré aussi 100 ans pour venir à bout de cette malédiction. Mais depuis, il n'y a pas eu de troisième maillot inspiré de ce maillot Papagayo di Vintem. Ouais, ils l'ont pas mis en finale de Libertadores, par exemple. C'est méchant de finir sur ça. Je pensais pas à la dernière, je pensais à celle d'avant. On est 2 Argentins ici, hein, donc il y a une finale qui est pas passée, monsieur Chamon. Mais je vois que question malédiction, tu mets un maillot blanc pour nous parler de foot brésilien. Voilà, c'est monsieur n'a pas peur. Là aussi, malédiction vaincue. On pourra revenir aussi peut-être sur ce maillot, mais c'est un maillot que j'avais eu en 2004 quand il y a eu le centenaire de la FIFA. J'avais pu aller au match avec mon père et j'étais déjà brésilien et du coup il faisait cette réédition pour la première mi-temps là aussi, comme quoi il n'y a pas que Flamengo qui change de maillot à la mi-temps, mais du coup pour le clin d'œil par rapport à Primera Bola, je me suis dit j'allais mettre ce maillot. Ouais, exactement, vous l'avez vu sur les photos, hein, il est sur la photo du livre, hein, je peux vous la remettre. C'est celui-là bien avec les manches bleues qu'ils n'ont pas refait. Par exemple, en 1919, il n'y a pas ces manches bleues, mais sur la couverture, en 14, pour le premier match, il y avait ces manches. Exactement, vous les devinez peut-être sur cette couverture. Voilà. Cette histoire du Papagayo de Vintem, elle est aussi un petit peu dans le livre. Tout est évoqué, vous allez tout comprendre là-dessus. Eh bien, écoutez, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner. On va pouvoir passer maintenant, justement, à la dernière séquence de cette émission. Et on va être dans les temps, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, il est 10h20 quand même. Hein. Ouais, mais ça va, on est bien. L'autre jour, on a fait 1h49. On va passer au rendez-vous de la semaine. Nico, est-ce que tu as des petits rendez-vous argentins à nous proposer ? Et il y a la hype du moment en Argentine, ça me coûte de dire ça, mais Estudiantes qui fait un gros début de saison.
qui va pouvoir affronter Boca. Donc on a un petit match, je crois que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, si je dis pas de bêtises. À vérifier, mais il me semble que c'est ça l'horaire. Donc ouais, c'est le gros match du week-end. En plus, Estudiantes, ils réussissent plutôt pas mal aussi en qualif préliminaire de Libertadores. Donc ouais, c'est le match à suivre. Les hommes de Zielinski avec un Leandro Diaz devant qui a 4 buts en 5 matchs. C'est pas mal du tout. Et puis Boca qui vient de se faire taper par le Globo, par Huracan avec un peu son joueur totem. On en avait parlé dans une émission, je crois, il y a la première ou la deuxième, je sais plus, avec Mattia Coccaro, pardon, j'ai écorché son nom. L'Uruguayen avec sa magnifique moustache qui, une fois de plus, a mis un but et a offert la victoire au Globo à chaque fois qu'il marque, son club gagne. Et on précisera que ton Gimnasia joue River, je crois. J'ai oublié de nommer, pardon. Désolé. Comme par hasard. Comme par hasard. Bah, tu l'évoquais. On va rappeler que cette semaine, c'est le début du 3e tour de la phase préliminaire de la Libertadores. 3e tour, dernier tour avant la phase de groupe. Donc, il y a 4 matchs. Il n'y a plus que 4 places à aller chercher. 4 matchs. Et des affiches. Ouais, de sacrées affiches. Probablement la plus grande, je ne sais pas si Marcelin sera d'accord, mais bon, Fluminense Olympia sur le papier, c'est quand même quelque chose. J'imagine tout de suite pour qui Marcelin sera dans ce match. Mais ça sera. Ouais, bien sûr. Ça sera sans doute l'affiche. Estudiantes, tu en parlais, ils seront de nouveau au Chili, puisqu'après avoir sorti la Audax, ils vont jouer Everton. Everton de Viña del Mar, ils sont magnifiques, ça au Salito. L'autre match, The Strongest qui joue la Católica équatorienne, la Católica équatorienne qui vient de taper Bolivar, donc il va continuer son tour de la Bolivie. Et le dernier match opposera Barcelona de Guayaquil à l'América Mineiro, le lapinou préféré de Simon. Ça va nous permettre de lui faire la bise parce que le nombre de fois où il nous le décrivait ainsi sur Hello. Voilà. Sinon, toujours en Âme Sud, Melgar Alianza Lima. Samedi 21h30, au moins pour une seule raison, si elle n'est pas footballistique, la vue, le stade d'Arequipa et la vue sur le Misti, probablement la plus belle vue d'Amérique du Sud, parce que je sais que Diego va venir me chauffer avec le géant d'acier et sa vue. Non, même pas. Non, même pas. Ah là là. Bon voilà, si vous aimez les vues sur les vues assez incroyables. Tu pensais à Monterrey là, Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien. Elle est pas mal quand même. Ouais. Elle est pas mal. Ça reste le stade de Monterrey, quoi. Ça reste le stade. Ouais, je sais que c'est un stade que tu adores particulièrement, le géant d'acier. Mais voilà, au niveau de la vue, en tout cas, voilà, tu sais, c'est comme pour le reste. Tu sais, une fois qu'on est dedans, on voit pas l'extérieur du stade, donc on admire la vue. Mais voilà, le stade d'Arequipa avec sa vue sur le Misti, c'est probablement l'une des plus belles vues d'Amérique du Sud. Marcelin, tu as des rendez-vous au Brésil ce week-end? Ce week-end, cette semaine, mercredi à 23h, il y a le Grenal, notre Grêmio International qui a été repoussé à cause des incidents dont on avait parlé la semaine dernière. 2 équipes en plus qui sont en difficulté parce qu'elles ont été éliminées en Coupe du Brésil par les 3e et 4e divisions. Donc, pour changer, le Grenal risque d'être tendu. Et puis, samedi à 22h30, Palmeiras Santos. Voilà, ça va pas être. Et Santos qui a besoin de gagner pour se qualifier pour l'écart du championnat paulista. Ça sera pas tendu là non plus. Non plus. On va espérer que ça se passe bien quand même. Et voilà, pour sortir de l'Amérique du Sud, on va aller en Amérique du Nord, enfin en CONCACAF. Parce que c'est pas que l'Amérique du Nord, la CONCACAF. Ouais, puisqu'il y a la CONCA Champions cette semaine. Il y a 3 affiches MLS, Liga MX. Seattle Leon. J'étais déjà focus sur le week-end parce que j'oublie la CONCA Champions. Après, je vais te demander quels sont tes conseils match week-end en Liga MX, mais juste avant, parce que c'est au milieu de semaine, il y a un Seattle Leon, New England contre tes Pumas quand même. Ça va pas être super facile pour les Pumas. Cruz Azul Montréal et le dernier match pour le citer, c'est New York City qui joue Comunicaciones, qui est la surprise, l'invité surprise de ces quarts de finale. Voilà, je finis juste et je te relance derrière sur la Liga MX. On parlait de Libertadores, de Conca Champions. Ça va démarrer aussi pour la Ligue des Champions en Asie, c'est demain. Demain avec le seul match de barrage, enfin le premier tour de barrage, il n'y a qu'un seul match, Sydney qui joue contre
un club qui vient des Philippines, Kaya Oloailo. Voilà, c'est le seul match puisque l'autre de Melbourne a été annulé et ça va permettre le vainqueur de ce match-là, c'est particulier parce que c'est le premier tour. Normalement, il y a un deuxième tour, mais le vainqueur de ce match-là était censé affronter des Chinois de Changchun Yatai et on en a parlé sur Hello. Le club est forfait. Voilà, pour la Champions League. Donc le vainqueur de ce match entre le Sydney FC et Kaya Oloailo ira directement en phase de groupe de l'ACL. Voilà. Et Diego, Mexique, ce week-end, il nous conseille quoi? Si ça joue. Déjà, pour revenir sur le Cruz Azul, le Montréal, il va être sans public. Donc déjà, ça a des conséquences sur les clubs mexicains, ce qui s'est passé ce week-end en Concacaf Champions. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais donc il n'y aura pas de public mercredi soir pour le match de Concacaf Champions. Sinon, ce week-end, si ça joue, normalement, oui, ça va jouer. Reste à savoir s'il y aura du public ou non. Mais on peut se faire une journée du samedi avec 3 matchs d'affilée assez beaux quand même. Donc il y a León Tigres à 17h, donc à minuit heure française. Il y a Cruz Azul Pumas à 19h. Et dans la foulée à 21h, Guadalajara América, donc Classico national. On monte un petit peu crescendo quoi, sur la soirée. On monte crescendo sur la soirée, mais je pense que le plus intéressant footballistiquement, ça reste León Tigres. On est d'accord. Vu le niveau actuel des équipes, quoi. Ouais, on est d'accord. Voilà. América Chivas, Classico, mais des équipes en crise quand même. Ouais. Des équipes qui, d'après les rumeurs, étaient pas très loin de vouloir se réunir pour faire sauter le tournoi. Exactement. Je pense que ça les aurait arrangés. On se demande bien pourquoi. Ouais. Il suffira juste de regarder le classement et vous comprendrez pourquoi ces équipes-là ont envie de faire annuler ce tournoi. C'est exactement comme l'arrêt de la Ligue 1 il y a 2 ans pour le Covid. Exactement. Regarde qui est placé, qui est mal placé, tu vois qui veut continuer, qui veut arrêter. Voilà. Mais en tout cas, vous avez l'occasion de vous faire un beau samedi soir de foot mexicain aussi. Voilà, mais ça sera en plus, vous pourrez l'enchaîner. Vous matez le Pérou à 21h30 et vous enchaînez derrière. Voilà, vous êtes bien. Bon, après, vous dormez un petit peu le dimanche matin et puis vous pourrez réenchaîner le dimanche après-midi. Voilà. Ça dort jamais sur la planète Hello, donc on vous avait prévenu. Voilà, vous avez les rendez-vous. On va en rester là pour cette 5e émission du 9-10. Merci messieurs de m'avoir accompagné. Merci Diego depuis ton Mexique. Merci à vous. Merci à notre, je peux pas dire le Rubro Negro, notre Brésilien, parce que voilà, il a même pas mis son maillot qui porte la poisse, comme par hasard. Merci Marcelin. Merci à tous. Et merci à toi Nico de m'avoir accompagné. Merci à vous, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat et qui suivront l'émission en rediff. Voilà, normalement ça devrait être plus simple. On n'a pas eu de bug cette semaine, donc normalement la rediff va arriver beaucoup plus vite que la semaine dernière. Pas de bots, pas de bug. Exactement, tu vois, c'est bizarre, hein. C'est très très bizarre. Voilà, écoutez, on va vous remercier, on va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Venez nous rejoindre sur notre Discord. Vous avez vu passer tous les liens là-haut au-dessus de ma tête pour ceux qui ont l'image. Pendant l'émission, on va vous encourager à nous suivre, à vous procurer nos magazines. Le 18 ne va pas tarder, 20 mars, pour vous donner une date. Donc dans 15 jours, il sera là. Et puis voilà, on en a parlé de la maison d'édition, on a parlé du Garincha de Marcelin. On n'a pas parlé du Bielsa parce que c'est normal, ça ne concerne pas Marcelin. Mais il est disponible. Mais il est disponible, tout est disponible. Et donc n'oubliez pas Primera Bola dont on vous a parlé aujourd'hui. Voilà, on va vous remercier d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été dans le chat, merci d'être fidèle, merci de nous écouter comme le disait Nico en replay. Et on vous donne rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine pour le 6e épisode. N'oubliez pas de voter pour le Golasso Hello, n'oubliez pas d'en proposer aussi. Voilà, à bientôt tout le monde.